Bien. Euh, Cette question me revient toujours. Les gens me posent toujours la même question tout le temps. Et quand j'essaye de parler un sujet qui engage le pouvoir, le sujet qui engage les pouvoirs que l'homme doit avoir, les pouvoirs, il s'agit des pouvoirs mystico-spirituels, les pouvoirs qui peuvent faire de vous euh, un homme équilibré, quoi. Et la question, les gens me la posent toujours. La question qui revient souvent est soit, mais pourquoi l'Afrique, avec autant de pouvoirs spirituels, l'Afrique ne se réveille pas? Pourquoi euh, ces Occidentaux continuent toujours à nous mater dessus, à nous traquer? Qu'est-ce qui se passe? Et au point où même certains vont jusqu'à dire que donc les pouvoirs là, ça n'existe pas. Écoutez, ça me va droit au cœur, ce genre de remarques. Je vais tenter donc de répondre à cette question. Dans ce cas, je crois qu'il faudrait que je trouve un titre approprié. Bon, je crois que le titre que je vais pouvoir mettre, c'est comment alors s'imposer? Comment s'imposer face à un prédateur? Parce que il faut l'avouer que certaines puissances occidentales deviennent des prédateurs pour l'Afrique. Et ça, c'est avec tout le respect que je le dis. Oui, avec tout le respect. Les prédateurs, pourquoi? Parce que nous voyons un pillage. Le pillage est d'abord intellectuel, politico-intellectuel. Ils imposent les loges maçonniques à ces lumières-là, à ces jeunes. J'ai été victime. C'est-à-dire que dès que vous vous inscrivez dans une université, vous commencez à devenir une lumière, et bien voilà, on commence petit à petit à vous incorporer dans ces loges-là. Par rapport à l'université, ça dépend des universités. Si vous partez en France, par exemple, il y a des universités dites socialistes, les universités dites de républicains. On vous prépare toujours une voie, il y a toujours un parrain, un système de parrainage qui est mis en place pour commencer à vous désintellectualiser de votre, permettez-moi l'expression, s'il n'existe pas dans le dictionnaire, mais je crois que je vais le faire intégrer. Il y a cette forme de désintellectualisation de l'homme africain. On vous enlève votre intellect africain et on met à la place l'intellect du blanc. Moi, donc, je vais tenter de pouvoir vous donner un point de vue à moi, qui n'engage que moi, et ceci avec tout le respect que j'ai vis-à-vis de mes frères blancs. C'est-à-dire, comment l'homme noir peut s'imposer face à cette situation de ces prédateurs? Une présence non seulement intellectuelle, des programmations, des religions imposées, des loges imposées, des magies imposées, des forces militaires imposées, une présence militaire accentuée, moindre petit problème, on crie, toujours eux vers qui on doit crier, alors qu'il y a des nations indépendantes. Et la plupart des pays africains, ce que je sache, tous sont indépendants. Tous ces pays indépendants. Pourquoi continuent toujours à être victimes de cette prédation? Bien, je vais faire mon mieux, sans aucune préparation comme toujours. Mais je vous réponds en fonction des expériences, je vous réponds en fonction de ce que j'ai vécu sur le terrain, de ce que je vis dans le terrain, de ce que je m'informe, de ce que je vois. J'ai voyagé beaucoup dans pas mal de pays africains. Et je lis et je m'informe. Avant de commencer, bien sûr, nous allons écouter notre générique. Hmm.
Bien, merci beaucoup. Alors, la question elle est fondamentale. La question qui nous a été posée ce matin, elle touche tous les aspects de notre vie, malheureusement. C'est-à-dire que la jeunesse africaine, une jeunesse africaine qui est impatiente d'un changement radical, une jeunesse africaine qui dépassée, y compris nous autres. Depuis les années 90, je vous dis, j'ai participé aux conférences nationales. J'ai participé à tous les mouvements possibles. Les mouvements estudiantins, de révolte, les mouvements associatifs. Mon Dieu, j'ai perdu les miens. J'ai perdu quelques-uns de mes parents, mes amis et connaissances. J'ai même un frère qui, en ce moment, obligé d'être forcé à l'exil. Il s'est retrouvé forcé à l'exil. Moi-même, je suis obligé de vivre comme exilé politique. Bon, je l'ai fait volontairement, c'est à cause de la situation du pays. Avoir un statut de protection par l'ONU et tous ces organismes internationaux. Donc, la question que vous posez, bon, écoutez, je vous avais dit, moi, je ne parle plus politique. Donc, rassurez-vous que dans ma réponse, il y a peut-être du politique dedans, pardonnez-moi, mais je vous parle du fond de mon cœur, ce que je pense face à cette prédation, à cette occupation territoriale. Les mots français peut-être me manquent, mais moi je dis, c'est une occupation territoriale sauvage, dans tous les domaines. On nous impose des religions, on ne se retrouve plus. On est politiquement colonisé, économiquement colonisé, spirituellement colonisé. Vous voulez que je rentre dans les détails? J'en parle tous les jours. J'en parle. Politiquement, on impose certains dirigeants. Ce n'est pas tous les pays. Dans certains pays d'Afrique, on impose. Et ceux qui sont élus ne méritent pas parce qu'on les trouve trop radicaux, on les trouve trop nationalistes. En un mot, ceux qui aiment leur propre pays, on ne les met pas à la place. On vient vous imposer des religions qui n'ont rien à foutre avec nos traditions. Pardonnez-moi mon langage. La religion de Jésus, bon, encore la religion de Mahomet, ça va, c'est plus ou moins adapté, parce que le fondateur de l'islam, c'est un frère africain, il est né en Libye, bien qu'on déclare qu'il est né dans un match. Mais à l'époque, la Libye, l'Arabie Saoudite, toute cette partie du Nord, était considérée toujours comme l'Afrique. Bref. On nous impose des religions, et voilà des Noirs qui s'entretuent à cause de ces religions. Des Noirs qui se haïssent, il y a des divisions au sein des familles à cause de ces religions. Donc, la prédation est partout, elle est active. Cette prédation, elle est active dans les systèmes politiques, les systèmes économiques. On ne peut pas fonctionner indépendamment. À part quelques exceptions, qui, depuis les années 1958, je vais vous citer des pays, qui ont su s'imposer. Donc, aujourd'hui, la question, c'est comment s'imposer. Je vais vous donner mon point de vue, puisque vous me provoquez. J'avais dit, moi, je ne veux pas parler politique, mais là, je réponds de manière générale. Première des choses, à cette question, comment s'imposer? Je crois qu'on doit s'imposer par ses valeurs. Et ces valeurs, c'est des valeurs culturelles. Et dans ces valeurs culturelles, je vois l'ancestralité. L'ancestralité dans les cultures valeurs. La spiritualité. La religion traditionnelle. Et en matière de politique, on doit avoir une politique propre à nos propres idéaux à nous. Des idéaux propres à soi et non imposés. L'économie, je dirais, ça doit être une économie qui est propre à la nôtre. Puisque depuis la nuit des temps, les premiers économistes, les premiers grands courants politiques, mais c'est sorti de l'Afrique. Le socialisme est venu de l'Afrique. Un comportement fiscal financier assez responsable, un comportement financier fiscal assez notoire ou important, mais la responsabilité fiscale. Les auteurs de toutes ces idées de gestion économique, agroéconomique et autres, sur l'agriculture, sur l'élevage et tout,
sur la finance, c'est en Afrique. Et dans ces valeurs culturelles doivent être basées, comme cela fut le cas avant les indépendances, avant la prédation occidentale. L'égalité, le respect, la dignité, l'intégrité. Voilà autant de facteurs culturels, moraux, lesquels facteurs moraux alliés à notre culture peuvent faire de nous des hommes qui peuvent s'imposer. Je répète, l'égalité. Nul n'a le droit de dire qu'il est supérieur à quelqu'un. Même en ce qui concernera, pour ce qui est de la coopération bilatérale. Dans ces coopérations bilatérales, ça doit être des coopérations gagnant-gagnant. Bon, pourquoi? Ben pour éviter l'isolement, parce que, dit-on, on est maintenant sur un village planétaire. Donc, il faut une coopération bilatérale gagnant-gagnant, à l'abri de toute injonction ou de toute prédation ou imposer les gens ou dicter des gens des choses pour marcher sur le droit d'égalité. On doit traiter l'autre, que ce soit un frère blanc ou chinois ou je ne sais pas, jaune ou rouge, on doit traiter en droit d'égalité avec le respect mutuel, dans la dignité. Je ne veux pas accepter qu'on vienne imposer à mon peuple l'homosexualité alors que ça n'a rien à voir avec ma culture. Vous comprenez? Donc, il faut cette dignité. On doit retrouver cette dignité. Et nous devons être des hommes intègres. Nous avons perdu cette intégrité-là. Voilà pour moi ce que je crois en ce qui concerne le côté de nos valeurs. Et soit parce que l'égalité, le respect, la dignité, l'intégrité, mais c'est autant des valeurs morales qui font de vous un homme dans la société, que ce soit dans le point de vue politique. Point de vue politique, c'est-à-dire que nous avons nos propres idées en nous. Nous devons marcher sur nos principes en nous, nos idées en nous, propres à nous. On ne doit pas nous imposer une soi-disant démocratie à la mode occidentale. Parce que ça ne va pas marcher. Et je le répète que ça ne marchera pas. Les États-Unis d'Amérique, ça les a pris près de 400 ans pour en arriver là où ils sont, mon Dieu. Quand je dis cela, c'est-à-dire que leur indépendance. La France, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas parler de démocratie en Afrique, où on n'a même pas encore plus de 60 ans. La plupart de ces nations ont en moyenne, en dehors de l'Algérie et de l'Haïti. Mais regardez Haïti. Aujourd'hui, si Haïti se retrouve dans ces problèmes, c'est parce qu'ils veulent s'imposer face à cette prédation. Mais malheureusement, l'unité est où? Voilà ce qui fait aussi, en dehors de l'égalité de droit, du respect, de la dignité, de l'intégrité, il faut l'unité. Mais on n'est pas unis. Regardez Haïti, ce qui se passe en Haïti. Ce sont les Américains qui viennent en aide. Ce sont les Français. Nous, Africains, donc, ça c'est le premier point. Autour des valeurs, là, il faut s'imposer. Et le deuxième point, mais c'est sur les mentalités. Nos mentalités africaines doivent changer. Lesquelles mentalités doivent être basées sur un travail bien fait. Le travail bien fait. Bannir de la société, éduquer, le civisme. Ce qu'on appelait à l'époque, quand je partais à l'école, instruction civique. C'était un chapitre, je ne sais pas si ça existe encore dans les écoles africaines. Il faut imposer le civisme à l'homme africain. Un travail bien fait doit être récompensé. La paresse n'est pas à tolérer. Les paresseux n'ont pas une place dans la société.
Ceux qui sont moins éduqués, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un quotient intellectuel, parce qu'il y a des déficiences comme ça. Ce sont des déficiences naturelles. Kateta Mwanga, bon, on ne peut pas lui attribuer le tort. Il y a l'environnement direct ou indirect qui contribue à cela. Donc, égalité des chances pour tous. Quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études, qui a seulement un bac, on peut lui trouver une position dans la société pour qu'il puisse gagner dignement sa vie, pour qu'il puisse vivre en droit d'égalité avec celui qui est président de la République. Droit d'égalité veut dire que le président ne doit pas en abuser. Le président n'a pas le droit d'avoir, comment dirais-je, des entreprises. Il est chef de l'État et il gère et tout le monde doit connaître son salaire, ainsi de suite. Bref, écoutez, permettez-moi de rêver, mais c'est ça, vous me posez une question, comment s'imposer? Les mentalités doivent changer. Le retour à la terre. Moi, j'ai toujours dit aux gens que la politique, laissez la politique aux politiciens. Je ne fais que le répéter tous les jours. Nous qui ne sommes pas des politiciens, nous sommes des initiés. Certes, nous avons certains pouvoirs. Mais ces pouvoirs, pour certains, je connais beaucoup de chefs d'État qui pourtant avaient ces pouvoirs. Je connais un chef d'État qui était capable, que Dieu ait son âme, M. Yadema. Tout le monde connaît cette histoire au Togo, renseignez-vous. Son hélico ou l'avion dans lequel il se trouvait était bombardé, il était à bord. Mais on l'a retrouvé chez lui à domicile. Mais vous savez quel mystère? Mais c'est ça des pouvoirs mystiques. Ce monsieur avait des pouvoirs. Mais, vous connaissez la suite. Il y a eu prédation. Il a été victime de la prédation. Le troisième point, je l'ai déjà presque abordé, la coopération. La coopération doit être une coopération. La coopération bilatérale doit être une coopération de partenariat. Gagnant-gagnant. J'ai vu un documentaire où une sœur gabonaise est allée ouvrir son business au Rwanda, un pays que j'aime bien, que je visite de temps en temps et que j'aime beaucoup, qui me marque beaucoup. Cette sœur va faire un investissement de millions d'euros. C'est des milliers de milliards en termes de CFA. Et pourtant, elle est gabonaise. Pourquoi ne pouvez pas investir chez elle au Gabon? Mais parce qu'elle est partie dans un pays où ce que je viens de citer, ces valeurs de l'égalité, du respect, de la dignité, de l'intégrité et de l'attraction de faire du business et la sécurité. Parce qu'il y a la sécurité dans ce pays-là. La coopération doit être bilatérale. La coopération bilatérale doit être une coopération de gagnant-gagnant. Pas question d'écraser quelqu'un. Et elle doit d'abord commencer dans nos propres zones. Tisser des relations bilatérales entre nous, Africains d'abord. D'où la création de l'organisation de l'unité africaine, Nkrumah et bien d'autres, Olympio. Ils en ont payé le prix parce que ces mecs-là respectaient ce que je suis en train de vous dire. Et ils ont été trahis par les leurs. La coopération bilatérale. Et cette coopération bilatérale doit respecter les principes des autres. Doit marcher sur ces valeurs-là que je viens de citer, qui sont le pilier normalement, les piliers d'une société. En France, il y a quoi? La fraternité, l'égalité et quoi? Vous qui êtes français. Vous connaissez vos histoires là-bas. Mais moi, en tant que kémite, je crois qu'il faut mettre nos valeurs sur ces choses-là, sur ces principes. Nos valeurs à nous doivent être basées sur ça. L'égalité, le respect. Un blanc ne peut pas oser dire qu'il est supérieur à moi. Non, on est tous égaux sur la société, sur cette planète. De quel droit quelqu'un va venir piller mon pays? De quel droit ils vont venir arracher mes terres? De quel droit ils vont vendre ma terre? De quel droit un frère d'une autre culture, d'un autre pays, un frère blanc, qui viendra prendre mon or, qui viendra prendre mon diamant, sans que cela profite à ma population? Je crois
Il ne faut pas mettre le blâme sur la spiritualité, dire non, les gens qui ont des pouvoirs mystiques, c'est qu'est-ce que vous ne faites pas. Je vous donne des exemples. Vous connaissez l'histoire de M. Nkrumah. Savez-vous qu'à cause de Nkrumah, le Ghana que vous voyez là avait chuté. Si Nkrumah n'aurait pas sacrifié tous les milliards à l'époque, nous sommes dans les années 60, pour pouvoir créer cette affaire de l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, à l'époque on l'appelait. Il s'est battu. Le Ghana s'est retrouvé fauché complètement à cause d'un Nkrumah. Mais il a mené un bon combat. Mais vous connaissez la suite. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. On l'a tué. On l'a tué parce que le prédateur n'était pas d'accord avec sa vision. Moi, j'ai une vision à moi qui peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes libre de la partager ou pas. Et je ne veux pas ici un débat politique. C'est un point de vue d'un initié qui s'exprime. Et je suis citoyen avant tout. Je vis sur cette terre, vivant les réalités. Nkrumah, lisez les documents. Mandela, lisez les documents. Il n'était pas invendu. Mandela, je vous informe que, tout comme Nkrumah était initié de nos mystères, pour ceux qui ne le savent pas. Et cette fraternité existe jusqu'à aujourd'hui. Nkrumah n'était pas chrétien, ni musulman. Il était traditionnaliste. Mandela m'a dit, sa fraternité existe jusqu'à aujourd'hui. J'ai des connexions, des relations avec cette fraternité. C'est un initié. Il n'était pas maçon. Celui qui vous dira que Mandela était franc-maçon, c'est un menteur. Il n'a jamais été maçon. Il était attaché à sa culture. Olympio. Vous connaissez l'histoire du vieux Olympio. Pas le fils, mais le père. Premier Olympio au Togo. Vous savez pourquoi on l'a tué? Lui non plus n'était pas maçon. Parce que je vous ai dit que quand ces mecs-là viennent, quand les prédateurs viennent, ils viennent vous imposer leur intellect. Ils s'en accaparent de votre intellect. Ils vous mettent des programmations intimidatoires. Pour vous dévier de vos propres valeurs, de vos propres idéaux, de votre propre chemin. Jomo Kenyatta, vous le connaissez? Vérifiez les archives de l'histoire. Je l'ai étudié. Et l'un de ses fils, il est actuellement président. Et aujourd'hui, quand vous partez au Kenya, le pays là, vous voyez le nom Kenya, ça vient de ce monsieur-là. Ça s'appelait Jomo Kenyatta. Et c'est comme ça qu'on a nommé le pays, on a créé ce pays à son nom, Kenya. Savez-vous que le Kenya a les meilleures structures sanitaires de l'Afrique? Les meilleurs hôpitaux? J'étais au Rwanda. Les gens partent du Rwanda pour aller là-bas. Les gens partent du Gabon. Je connais les hommes politiques qui vont au Kenya. Les gens partent de tous les pays d'Afrique. Et je n'exagère pas. J'ai même vu certains quitter la France. Aller au Kenya. Le Kenya a créé l'une des structures sanitaires les plus sophistiquées au monde. Je dis bien l'une des. Je n'ai pas dit que c'était la plus structurée du monde. Le Kenya. Mais, pour en arriver là, le Kenya, le président Kenya a utilisé une coopération bilatérale basée sur le respect et l'égalité, la dignité et l'intégrité. Les entreprises qui ont construit cela ont respecté le contrat. Et aujourd'hui, voilà. Jomo Kenyatta, c'est le papa de l'actuel président. Lisez l'histoire encore une fois de plus. Et je vous informe que tous les noms que je vous donne, Nkrumah n'était pas maçon, Mandela n'était pas maçon, ni chrétien, ni qui que ce soit, Nkrumah pareil, Olympio, rien du tout. Jomo Kenyatta, non, il n'appartenait pas à la Légion des Blancs. Voilà comment il a su s'imposer.
Vous connaissez Thomas Sankara? Et la personne qui l'a tué, regardez comment il finit sa vie. Le mec n'a même pas plus de... n'a même pas... Quand vous voyez la bouille de ce mec-là, mais il est croulant. Je parle de M. Blaise Compaoré. Il a presque 100 ans. D'apparence. C'est lui qui a tué Sankara. Sankara n'était pas maçon. Celui qui vous le dira, c'est un menteur. Mais Sankara avait une vision pour son pays. Et d'ailleurs, le Burkina Faso est dit c'est le pays des intègres. Même si, après son décès, ce que Blaise Compaoré a fait. Ils ont suivi quand même les idées de Sankara, mais ce n'est pas vraiment ça. Et je tiens à féliciter la veuve Sankara, qui continue à se battre. Je vais vous donner un 6e exemple, l'Algérie. L'Algérie, dans les années 1958, vous savez comment l'Algérie a obtenu son indépendance? Elle s'est battue. Elle s'est imposée. C'est vrai que l'extrémisme, c'est-à-dire leur religion, de l'islam, les a aidés. Mahomet, comment Mahomet a su s'imposer au monde? Mais ce n'est pas sa religion et ses idéaux. Il a créé une religion. Il s'est inspiré de la religion de Moïse, le judaïsme. Le judaïsme s'est imposé au monde. Hein. Moïse, là, s'est imposé pendant 40 ans dans le désert, mais au niveau de toute l'Afrique, les pays en voisinage. Mais c'était pas la détermination. Il s'est imposé. Il a imposé les autres peuples de se soumettre. C'était des guerres sanglantes. L'Algérie. Allez-y vérifier le nombre de loges qu'il y a en Algérie. L'Algérie, bon, c'est un pays arabe, c'est normal que l'islam soit présent. Ça ressemble à eux, puisque l'islam est né là en Libye. C'est normal, moi je ne peux pas les en vouloir. Ils ont leurs croyances, ils ont leurs traditions. Ils se sont imposés. On les trouve des sauvages, mais non, pas du tout. Voilà comment un homme s'impose. L'exemple algérien est là. Le Rwanda qui est né sous les cendres, là seulement, hier, dans les années 90. Pendant que nous, dans les années 90, on se battait pour une deuxième indépendance ou une fameuse démocratie. Où est-ce que nous en sommes? Le Rwanda, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du pauvre, du président Kagame, que je respecte? Un monsieur qui, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est parce que mon rendez-vous était programmé pour une date où je devais déjà reprendre mon boulot. 24 heures, je demande rendez-vous que je veux rencontrer le président de la République sur son compte Twitter. Et c'est son conseiller qui m'appelle. Il me dit, oui, monsieur, on a vu votre demande. Vous serez reçu le 29. À 9h45 minutes, le chef de l'État sera prêt à vous recevoir pour 20 minutes. Voyez-vous? Je n'ai pas eu besoin d'attendre des mois. Comme la sœur gabonaise, là. Quand elle est partie ouvrir son business à Kigali, elle a été reçue. Mon Dieu, tapis rouge. C'est seulement un coup de fil qu'elle a lancé. Elle a seulement lancé un coup de fil au ministère qui s'occupe justement, je crois que c'est le ministère chargé du commerce extérieur et tout ça. C'était un coup de fil. Et la dame était émerveillée. Et elle parle même anglais. Et le ministre rwandais qui lui a dit, ben voilà. You know, vous êtes reçu ici et vous serez exonéré des taxes pendant au moins 1 an. Il dit, mais voilà pourquoi je suis ici. Voilà une sœur qui avait des milliards en France. Elle se pose des questions, il faut aller investir. Mais elle a vérifié. Le Rwanda que vous voyez, c'est le pays le plus stable financièrement, sécuritaire. Côté sécurité, le Rwanda fournit la formation militaire au plus grand pays africain. Là. Le Rwanda est sollicité par l'ONU pour pouvoir aller assurer la sécurité en RDC, assurer la sécurité. Même l'Égypte sollicite de l'aide du Rwanda.
Centrafrique, le Rwanda a envoyé des militaires. Un peu partout. Voilà un petit pays qui a une petite taille de moins de 11 000 mètres carrés. Moins de 11 000 kilomètres carrés, autant pour moi. Qui a la taille d'une province du Gabon. Alors que le Gabon en a 9. Le Gabon a 267 767 kilomètres carrés, sauf si je me trompe, pardonnez-moi. En tout cas, on a presque 268 000 kilomètres carrés. On a perdu de grâce en 1960, combien là? En 75 ou en 78, on a perdu la Guinée équatoriale. Dans les années 68, 70, on perd ce petit pays on l'appelle comment? Sao Tome et Principe, au profit des Portugais. C'est un territoire gabonais. Hein. Voilà pourquoi vous verrez, Sao Tome et Principe, c'est qui? Mais ce sont des Bengas qui sont là-bas. On a des Bengas, on a des Simba là-bas. Oui. Les populations de Sao Tome et Principe, ce sont des Gabonais. Le Rwanda s'est imposé par ces valeurs-là, culturelles. Je vous informe que le Rwanda, il y a peut-être une seule loge, et je sais, je ne vais pas vous en parler, mais il n'y a pas une multitude de loges maçonniques au Rwanda. Et Dieu seul sait s'il y en a même. Parce que je discutais avec un intellectuel qui est logiste, et il était hésitant de m'en parler. Je dirais, ça n'existe presque pas au Rwanda. Parce qu'ils croient à leur propre culture. Je vous ai dit la raison pour laquelle le président rwandais avait banni près de 6 000 églises, parce qu'il faisait du tintamarre et c'était une distraction pour l'économie du pays, vider les poches des pauvres gens, alors que l'église catholique a été acceptée et l'église protestante, parce que ces églises-là investissent. J'ai visité dans toute la ville du Rwanda et des autres districts environnants. J'ai visité. J'ai vu les actions que ces églises-là, catholiques et protestants, font pour le peuple rwandais. Construisent des écoles, ils construisent des ONG pour protéger la femme, pour protéger les enfants, promouvoir l'égalité des droits, le respect et la dignité, et pour permettre les Rwandais d'être des hommes intègres et indépendants, des travailleurs, retour vers la terre. Même le Rwandais le plus pauvre a au moins une vache, il a accès à une vache. Et ça, je ne vous l'ai pas dit. Les Rwandais, chaque Rwandais a au moins une vache. Et j'ai vu moi-même, j'ai des photos là, je vais vous les balancer tout à l'heure si vous voulez. J'ai été visiter des familles, des moins démunis, mais ils ont quand même 3-4 vaches. Avec ces vaches-là, ils extraient le lait. Et j'ai vu l'endroit où ils vont vendre le lait de vache. Pour que chaque Rwandais, chaque enfant rwandais, quand il va à l'école, il a au moins un verre de lait de vache. Savez-vous ce que ça représente, un verre de lait de vache? On a eu besoin d'attendre la France. Est-ce qu'on a eu besoin d'attendre la Hollande, je ne sais quel pays européen, pour montrer ces principes de base? Voilà le Rwanda. Le Rwanda n'a aucun prédateur qui ose imposer quoi que ce soit. Le Rwanda n'a pas une présence militaire française pour foutre quoi? Le Rwanda a une coopération bilatérale avec la France. Mais dans le but du gagnant-gagnant. Cette même France a demandé pardon au Rwanda récemment, là, en juin. Macron lui-même est allé. Macron a reçu M. Kagame chez lui en France. Au lieu de le recevoir entre chefs d'État, ce qu'on appelle l'égalité, il envoie carrément un ministre à le recevoir, M. Kagame. Kagame a dit, ok, on va voir. Tu m'humilies comme ça, moi je suis un président, tu crois que quoi? On va attendre. Macron arrive à Kigali, demandez-moi qui l'a reçu. J'étais à l'aéroport de Kigali. Je n'étais pas là quand Macron arrivait, mais je connais. C'est le ministre rwandais, je crois des Affaires étrangères ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, c'était un ministre que Paul Kagame a envoyé aller accueillir M. Macron. Et Macron était nerveux. Et pourquoi Macron revient vers l'Afrique? Pourquoi la France revient vers le Rwanda? C'est la stabilité. On s'est moqué de ce monsieur, on l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Oh, le Rwanda, ceci, cela. Mais en moins de 26 ans, il a fait le Rwanda le pays le plus attractif, le pays le plus sécuritaire. Rwanda, vous pouvez dormir dans la rue, personne ne va vous voler, ne va vous tuer. Rwanda,
J'ai eu le témoignage d'un compatriote gabonais qui est là-bas, qui fait ses affaires. Il vit dans le quartier de madame, la fille du président rwandais. C'est un quartier résidentiel, hein, les maisons. Il vit dans une maison de l'équivalent de 15 millions de francs CFA. Ah non, lui il n'a pas eu cet argent n'importe comment. C'est un gars qui a vécu en Europe, il était en Allemagne un peu partout. Il s'est imposé voisin avec des Angolais, des Nigérians, des grands milliardaires. Ils vivent là-bas au Rwanda. Ils sont dans le même quartier que la fille de M. Kagame, qui s'est mariée à un étudiant qui a fini ses études également. Ils ont tous appris ici aux États-Unis d'ailleurs. J'ai eu le privilège de visiter ce quartier-là. Et elle est très humble, hein. Mais mon Dieu, quand je me mets debout devant elle, mon Dieu, je venais visiter le frère Gabonais. J'ai demandé, mais il me dit non, je suis le voisin de la fille du président. Hein? Ah bon? J'ai dit, je peux la voir. Oh, oui. On a rigolé. Il n'y avait même pas de respect de mesures barrières. Le gars très sympa, son mari m'a serré les mains. Le Rwanda était un exemple d'un pays d'intégrité, de respect, de dignité et d'égalité. Vous allez me dire quoi? Il n'y a pas l'armée française là-bas. Et la France, je vous signale que le même jour que Macron descend, il y a eu des accords économiques qui ont été signés. Mais il n'y avait pas des accords d'envoyer des soldats français. Le Rwanda fournit les militaires dans les autres pays d'Afrique pour assurer la sécurité. Voilà. Et enfin, je vais vous parler du Swaziland. Le Swaziland, un pays que vous n'entendez jamais parler, mais j'ai été visité. Ah, mon Dieu. Le Swaziland, ce qui m'a marqué, c'est que les étudiants qui ont les meilleures moyennes, c'est pas comme dans certains pays, on choisit les enfants des riches. Non, 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 non. Quand l'enfant a évolué, il a une moyenne de 15, 16 sur 20. Il passe son bac avec une forte... Tout enfant qui passe le bac, mais qui a une très forte moyenne en émo, on lui donne une bourse d'études. On l'envoie aux États-Unis pour 4 ans. Ils n'ont pas besoin de vous envoyer jusqu'au master. Si vous voulez, bon, master, il peut vous envoyer plus tard. Non, non, non. Il vous envoie jusqu'à niveau bachelor. Maintenant, si vous voulez rester 5 ans, c'est votre business. 5 ans, vous venez avec les masters. Et vos études, je parle du Swaziland, hein, je sais de quoi je parle. Et toutes ces études sont payées à l'avance. Votre logement, tout. Mais comment vous allez être tenté de rester aux États-Unis? Pour faire quoi? Le gouvernement vous dit, vous partez pour 5 ans, après 5 ans, vous revenez, vous avez le boulot. Et pas pour travailler au gouvernement, hein? Non, 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 non. Vous travaillez pour comment dirais-je, la spécialité. Par exemple, si vous êtes parti pour devenir ingénieur en informatique ou bien master en économie numérique, on va vous trouver un poste. Vous commencez peut-être comme conseiller du directeur et ainsi de suite, vous serez le futur directeur. Le Swaziland, au cabinet du président, dans tous les ministères, je n'ai vu aucun blanc. Je n'ai vu aucun blanc qui ose occuper un poste de ministre ou directeur général d'une entreprise. La même chose au Rwanda. Au Rwanda, j'ai vu une société chinoise. Le CEO, donc le directeur général fondateur, c'est un Chinois. Mais les directeurs généraux, les directeurs de recrutement, les employés, tous sont rwandais. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que le Rwanda a imposé, et même aux Français, puisque j'ai vu des sociétés françaises qui s'installent maintenant, on impose aux Français de parler la langue nationale du Rwanda. On a imposé aux Chinois de parler la langue nationale du Rwanda. Ce n'est pas l'inverse, où un Gabonais ou bien un Congolais doit maintenant... Et là, je donne crédit à Congo-Kinshasa, là-bas. Là-bas, les Chinois, les Congolais, le président congolais a dit qui vous a dit que nous, on va parler votre chinois, chinchancha. Vous parlez notre langue si vous voulez faire du business ici. Au Rwanda, j'ai vérifié. Swaziland, les études sont payées, vous retournez, et le Swaziland, c'est le 3e pays au niveau de l'Afrique qui produit, parce qu'il y a l'Éthiopie. Le Rwanda va le faire là dans quelques mois. Ils vont produire l'or, le diamant. Je vous ai déjà dit ça. Vérifiez les informations. C'est Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui avait signé l'accord.
l'or qui viendra du Congo, parce que c'est trop instable, il y a la guerre, eh bien, les rebelles ne peuvent pas mettre pied au Rwanda, ça va commencer comment? Donc, l'usine a été fabriquée du côté, l'usine est construite là déjà, ça va être opérationnel bientôt. C'est le Rwanda qui va produire l'or, les diamants, traiter ça et vendre sur place. Donc, les Blancs viendront acheter. Pas question que ça se fasse à Londres, je ne sais pas. Comme le président, ils vont faire comme le Ghana. Le Ghana également produit son or maintenant. Ce n'est plus traité en Suisse là-bas. Il avait dit ça au président suisse ou à la reine suisse, je ne sais pas tout qui, au ministre. Tous ces mecs-là, il leur a dit non, c'est fini, cette affaire-là est terminée. Nous-mêmes, nous vous imposons le prix. Donc, le Ghana, le Rwanda, le Swaziland imposent leur prix de l'or et des diamants aux pays occidentaux qui viendront les acheter désormais sur le territoire. Voilà comment on s'impose, à votre question. Comment s'imposer? Et c'est ça. On s'impose de cette sorte. On n'a pas besoin de magie. Je peux vous parler de la vie privée de ce président-là. Le président Swaziland, je vous signale qu'il n'est ni chrétien, ni catholique, je ne sais, ni musulman. Il pratique sa religion, lui. Je ne peux pas vous en parler. Le président rwandais, il a ses pratiques à lui. Je ne suis pas rentré dans sa vie privée, moi je ne m'intéresse même pas. C'est un homme intègre. Il a une femme, il a des enfants. Il a des enfants dont on ne parle même pas dans la presse, qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, et qui ne travaillent pas au palais, s'il vous plaît. Il n'a pas imposé ses enfants d'être autour de lui. Sa fille dont je vous parle, elle ne travaille pas à la présidence. Non. Elle a ses propres affaires avec son ami, son mari. Ils se sont mariés légalement. Son mari est un ingénieur. Ils ont d'autres choses qu'ils font. Vous voulez que je vous amène? Voilà comment on s'impose. On n'a pas besoin des fusils nocturnes. On n'a pas besoin de je ne sais quoi. C'est un avantage quand vous êtes un homme mystique. Maintenant, jeunesse africaine, arrêtez de vous plaindre. Parce que je vois les gens. Oh non, les militaires en France, les militaires, la présence des militaires en Afrique, c'est trop. Vraiment, c'est quoi cette affaire? Et vous criez quand vous voyez ces vieux loupards politiciens qui sont dans le même système. Ils font semblant d'être opposants. 2 jours après, ils retournent parce qu'ils sont fauchés. Et puis vous vous demandez, le changement doit venir de qui? Ce n'est pas, c'est vrai, les réseaux sociaux. Vous allez crier, insulter. Mais moi, je vous dis, organisez-vous. Ah oui. Organisez-vous pour vous imposer. Organisez-vous comme Sankara s'est imposé. Organisez-vous comme Nkrumah s'est imposé. Organisez-vous. Soyez des Nkrumah du 21e siècle. Soyez des Sankara du 21e siècle. Soyez des Olympios du 21e siècle. Soyez des Jomo Kenyatta du 21e siècle. Soyez des Sankara du 21e siècle. Prenez l'exemple du Rwanda, de l'Algérie, de la Swaziland, je ne sais pas autre pays. Et là, je ne vous ai même pas parlé de l'Éthiopie, mon Dieu. Le pays qu'on critiquait que c'est des gens pauvres. Mais faites-moi un voyage en Éthiopie. Vous verrez le contraire. Et le Soudan qu'on critiquait, souffrance, guerre. Allez-y au Soudan en ce moment. Mais c'est une honte quand je vois certaines nations qui sont là, qui ont toutes les potentialités, mais n'avancent pas. Alors, ne venez pas me jeter les pierres ici. Vous m'avez provoqué, vous me posez une question. Ah ben oui, mais quand on a autant de pouvoirs mystiques, pourquoi ne pas révéler l'Afrique? Mais l'Afrique, qu'est-ce que c'est à y avoir? Il y a certains dirigeants africains qui ont ces pouvoirs-là, mais malheureusement, les prédateurs se sont imposés et ils ont des couilles molles en ce moment. Pardonnez-moi l'expression. Ils ont fini par avoir des couilles molles. Qui vous a dit que la franc-maçonnerie est plus forte que l'Ondjobi ou le Bouiti? Moi, je me parlais de l'exemple de mon ami, là, mon président, Omar Bongo. C'est vrai que, bon, lui, mais quand même, c'est quelqu'un qui était respecté par les Blancs. Mais malheureusement, nous connaissons ce qui arriva. Hein? Moi, je ne soutiens pas les bêtises qu'il a eu à faire, mais je parle par rapport un peu à la manière avec laquelle il s'imposait un moment. Quand il tonnait, les Français tremblaient. Ce n'est pas les mêmes Français qui venaient chercher des mallettes d'argent chez lui. Bon, même lui, là, de ce côté, il ne devait pas faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne soutiens pas ce qu'il a eu à faire. Mais je le cite simplement par rapport à son exemple caractériel, sur son caractère, sur son intégrité. On le respectait. Ça, il faut l'avouer quand même. Bref, je ne voulais pas parler de ce genre de choses, mais comme toujours, je ne me prépare pas. Mais je vis cela tous les jours. Je voyage, j'observe.
Apprenez maintenant. Vous qui, au lieu de vous plaindre, commencez à vous imposer. Vous qui êtes dans la politique, imposez-vous. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un motivateur. Voilà, je viens vous motiver là. Je ne sais pas si vous saviez de tout ce que je viens de parler là. Pour ceux qui ne le savaient pas. En inspirez-vous. Maintenant, pour ceux qui le savent, vous allez encore venir avec votre gros français, venir me contredire, alors que c'est des vérités que je viens de dire. Soyez bénis, que Tété Mwanga vous bénisse. Merci encore.